Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de prendre la parole dans ce colloque et de vous parler du droit en révolution, c'est-à-dire de la décennie 89-99 et de l'évolution juridique, de la transformation juridique totale qui s'est faite à ce moment-là. Révolution vient du latin revolvere, qui veut dire retourner, et la révolution de 89, la grande révolution, comme disent les Allemands, n'est pas un simple changement de gouvernement comme l'histoire en a connu l'État. C'est la négation de l'ordre ancien et la mise en place des principes d'un ordre résolument nouveau. Elle s'attaque à l'ordre monarchique et à l'ordre religieux, et ce faisant, elle renverse dans ses fondements même, et pas seulement dans ses modalités, le monde de l'Ancien Régime. Pour les contemporains, d'ailleurs, la Révolution a probablement été un événement ressenti. On sait que les événements historiques, même les plus importants, ne sont pas toujours ressentis. Vous avez des événements fondamentaux qui sont passés sans que les contemporains se rendent compte, et ce n'est qu'après, parfois des siècles après, qu'on se rend compte de leur importance. Je pense à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ à Bethléem, qui n'a pas dû faire énormément de bruit dans l'immédiat, et qui pourtant est la base de notre chronologie, avec quelques années d'erreur. C'est également le cas, par exemple, du sacre du Capet, de son élection. À l'époque, à part les quelques grands qui ont été concernés, ça n'a pas dû être très ressenti. En revanche, certains événements, quand ils ont lieu, sont ressentis comme des passages, comme des transformations. Pensez par exemple à la chute du mur de Berlin il y a quelques années. De la même façon, la Révolution française est de cela. L'année 89, que quelqu'un a surnommé l'année sans pareil, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, la chose est une réalité, n'est-ce pas? Eh bien, cette année 89, on a certainement ressenti le changement, et puis dans les 10 ans qui ont suivi, beaucoup de choses ont changé, ne serait-ce que dans l'environnement immédiat. Les églises et monastères ont été confisqués ou fermés, les habits ont changé, on a vu disparaître aussi bien les tenues aristocratiques que les tenues ecclésiastiques. En revanche, on a vu le costume du sans-culotte apparaître, les monuments ont été renversés ou remplacés, les églises, les monuments publics, les statues également renversées, le nom des rues, même le langage. Vous savez, Victor Hugo qui parle du bonnet rouge au vieux dictionnaire, etc. Donc, toute une vie quotidienne qui a été transformée à cette époque. C'est vraiment quelque chose de différent, et les gens ont dû le sentir passer, pardonnez-moi l'expression. Surtout à Paris, mais aussi en province, qui a plus ou moins suivi, qui a vu notamment la politique de déchristianisation, qui a vu le départ des émigrés, le départ de la noblesse, les changements de noms familiers, les changements de noms de villes, de villages, les désordres locaux, etc. Et le calendrier lui-même, puisqu'on a supprimé le calendrier avec les saints et la semaine de 7 jours, par 3 décades et par des noms tirés de la vie courante, donc vous trouviez non plus autant de saint tel, mais autant de jours des nefs et des choses de ce genre. Donc beaucoup de choses ont changé à cette époque. Et le droit lui-même, encadrement de la société, a connu une mutation rapide dans ses bases elle-même. Alors ce droit avait acquis en plusieurs siècles une certaine stabilité, et donc au cours des siècles d'Ancien Régime, il est bien défini. Le droit était dominé par l'ombre de la royauté. Je pèse mes mots, je dis dominé par l'ombre, il n'est pas entièrement royal, loin de là. En effet, le pouvoir royal lui-même, bien sûr, avait ses règles, il se transmettait régulièrement par sa constitution coutumière, les lois fondamentales, et il était muni d'un pouvoir législatif théoriquement absolu, mais en fait limité notamment par des freins institutionnels comme l'enregistrement des lois par certaines cours, compagnies de magistrats, et la royauté était, c'est pour ça que je dis qu'il dominait le droit, parce qu'il était plutôt un régulateur. En effet, une grande partie du droit, notamment le droit civil, était régi par les coutumes au nord et par coutumes rédigées, coutumes qui d'abord avaient été orales et qui avaient été rédigées depuis le XVIe siècle, et puis par le droit romain dans le Midi. On disait qu'on changeait de loi quand on changeait de chaise de poste, je crois que le mot de Voltaire, et donc effectivement il y avait cette grande variété de coutumes. Et la royauté se mêlait peu de droit civil. De même, le droit pénal était régi par une légalité coutumière qui était assez disparate, mais il avait fini par avoir reçu une certaine stabilité. La procédure, elle, était peut-être... la procédure pénale en particulier était assez sévère, et j'aurai l'occasion d'y revenir parce que c'est là qu'il y a eu beaucoup aussi de changements.
Mais quoi qu'il en soit, les interventions législatives du roi étaient assez limitées. Depuis le XVIIe siècle, cependant, il y avait eu des interventions croissantes, notamment Colbert qui avait suggéré à Louis XIV diverses ordonnances qui sont de véritables codes dans des matières de procédure, dans des matières de droit commercial ou maritime ou dans des matières forestières. Et au XVIIIe siècle, il y avait eu aussi des réformes utiles, mais très partielles. Par exemple, la suppression de la torture par Louis XVI, choses de genre. De même, au plan fiscal, depuis le XVIIe siècle, on avait tenté de créer de nouveaux impôts qui atteindraient même les privilégiés, comme la capitation, le Xe ou le XXe. Mais on a pu dire que la royauté était plus velléitaire que volontaire et il n'avait jamais tenté une réforme générale des institutions. Colbert avait un peu tenté sur certains sujets fiscaux d'ailleurs qui l'intéressaient, et puis les grandes ordonnances comme je disais, mais il n'y a pas eu de grande réforme générale sous la royauté. Alors j'ajoute à cela, pour comprendre le système juridique monarchique, l'influence du catholicisme, religion d'État qui sert de fond à tout cet édifice juridique. D'une part, il y a le statut de l'Église et de ses institutions, les clergés séculiers et réguliers, qui occupent une grande place. Je ne détaille pas, mais il y a tout un aspect institutionnel, les assemblées du clergé, etc. Et le concordat de 1516, bien sûr. D'autre part, le droit canon joue un grand rôle dans le droit même de tout un chacun à travers le mariage. Le lien de mariage est en effet régi par le droit canonique à cette époque. Et puis, diverses institutions ont une imprégnation chrétienne, depuis la royauté sacrée, tous les rois sont sacrés au début de leur règne, aux étapes de la vie, baptême, mariage, sépulture, qui sont consignés par les curés, et puis en passant par l'enseignement et l'assistance. Tout cela est marqué de l'empreinte chrétienne. La vie qui est rythmée par les cloches, la vie qui est à l'ombre du clocher, pourrait-on dire. En revanche, à partir de 1789, nous allons avoir affaire à un législateur qui se voudra totalement libre par rapport à l'ordre chrétien et même à l'ordre naturel des choses. Donc, j'en étais à parler donc, de cet édifice juridique qui était bâti au cours de 15 siècles d'histoire et qui a brusquement, quelques années, dans les 10 ans dont je vous parle, être remis en cause par le volontarisme révolutionnaire. L'aspect volontariste, mon collègue en a parlé, et c'est essentiel chez les révolutionnaires. Il y a un désir de changement et un acharnement à changer. Dès 89, les hommes de la Révolution vont bouleverser les institutions et peu de textes anciens vont échapper à ce... Il n'y a pas eu d'abrogation générale. On n'a jamais dit toutes les lois anciennes sont abrogées, mais il y aura, je vais y venir en détail. Il suffit de regarder en outre les recueils de lois de l'époque pour se rendre compte de la quantité considérable de textes nouveaux. Et il y a deux périodes qui sont d'ailleurs les plus marquantes, à savoir la constituante, qui dure de 89 à 91, et la Convention, l'Assemblée la plus révolutionnaire, celle de la Terreur, etc., qui, elle, va de 93 à 95. Mais il y a les autres aussi, entre les deux, la législative directoire ont porté leur pierre, mais ces deux périodes-là sont les périodes où il y a eu le plus de textes, à la fois abrogeant le texte ancien et créant de nouvelles institutions. Alors pour mieux comprendre l'ampleur du désastre, car c'est un désastre juridique, nous étudierons successivement d'abord le changement des principes directeurs, à savoir la révolution politique et religieuse, puis ensuite nous ferons un panorama des transformations juridiques qui touchent notamment le droit privé pendant la décennie révolutionnaire. Alors tout d'abord, premièrement, la révolution politique et religieuse, changement des principes directeurs. La révolution s'attaque à l'ordre politique d'Ancien Régime. Elle va renverser le pouvoir monarchique, régulateur de l'ordre juridique ancien, en lui substituant ses propres principes. Et en même temps, elle remet en cause l'organisation religieuse de la France et l'imprégnation religieuse de la France même. Et elle va mettre en place une société au moins indifférente à l'ordre naturel. Indifférente et avec une pente vers l'hostilité. C'est ça qui est... enfin, plus qu'une pente d'ailleurs, puisqu'il y aura des manifestations d'hostilité pendant la Révolution, mais ensuite, il restera une tendance qui nous fera quelquefois fait embellir, et notamment d'ailleurs ces dernières années particulièrement. Alors j'en viens au renversement de l'ordre monarchique. La Révolution ne s'est pas attaquée directement en 89 à la royauté. Même d'ailleurs les révolutionnaires ne pensaient peut-être même pas. Même Robespierre, prétend-on, en 89, n'était pas contre l'existence de la royauté. Mais la Révolution va saper cette royauté et n'en laisser pendant de 89 à 92 qu'une apparence. Et puis après,
il y aura d'autres régimes qui seront mis en place. Alors, ce sont les États généraux convoqués par Louis XVI qui vont dépouiller le roi de son pouvoir en mettant en place la transformation. États généraux, vous le rappelez, c'est une assemblée traditionnelle, mais qu'on n'avait plus convoquée depuis 1615, qui réunissait les représentants des trois ordres, des trois groupes sociaux de la nation, le clergé, la noblesse et les autres, c'est-à-dire le tiers-état qui réunissait les bourgeois, les paysans, et enfin tous ceux qui n'étaient ni nobles ni clercs. Assemblée consultative, en principe, puis le roi est libre de tenir compte ou non des votes des États. Or, ces États vont s'autoproclamer Assemblée nationale en juin 89. Louis XVI aura quelques velléités de résistance, mais finalement il ratifiera cette prétention, ainsi que la fusion des trois ordres et le vote par tête, puisque c'était un des enjeux. Normalement, chaque ordre devait donner une voix, donc il y avait une voix pour le clergé, une pour la noblesse, une pour le tiers-état, mais les membres du tiers se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup d'alliés dans les deux autres ordres, et que si on comptait par tête, ils auraient une majorité à coup sûr. Donc ils ont réussi, en faisant pression, en utilisant la rue aussi, qui est un des moyens à l'époque, ils ont réussi à imposer à Louis XVI le vote par tête. Et le 9, je passe sur les étapes, donc les États s'ouvrent en mai, et le 9 juillet, les États se proclament Assemblée nationale constituante, et les historiens y voient un transfert de la souveraineté du roi à l'Assemblée. Alors le pouvoir royal a décliné par étapes, n'est-ce pas, au fur et à mesure. Louis XVI a eu une espèce de sidération, et il a petit à petit lâché son pouvoir. En principe, les textes votés par l'Assemblée devaient obtenir ce qu'on appelle la sanction royale, c'est-à-dire l'accord du roi, mais à plusieurs reprises, et pour des textes importants, je pense à l'abolition des privilèges de la nuit du 4 août, ou je pense à la Déclaration des droits de l'homme, et bien dans ce cas-là, il y a eu des pressions qui ont été faites sur le roi, on va même quelquefois à l'émeute, et finalement, le roi qui est réticent finit par donner sa sanction. Et puis, la Déclaration des droits de l'homme, d'août 1789, va proclamer la souveraineté nationale. Donc le pouvoir royal n'est plus qu'un dérivé de cette souveraineté de la nation, et la séparation des pouvoirs, ce qui permet aussi à l'Assemblée, qui a accaparé le législatif, d'être désormais un pouvoir en face. Et donc on peut dire qu'il y a un renversement des rôles, c'est-à-dire que c'est le roi qui devient une sorte d'organe d'enregistrement des décisions de cette Assemblée. Donc, à la suite de ça, il va y avoir un déferlement législatif, c'est que l'Assemblée va saisir de tous les sujets, et elle va réformer, détruire des administrations, en créer de nouvelles, etc. Un des aspects de son travail, car c'est une assemblée qui travaille, c'est vrai, c'est la Constitution de 91 qui concrétise des pratiques dont je parlais. Elle prévoit un pouvoir législatif confié à une assemblée et un roi chef de l'exécutif, très faible d'ailleurs, qui a un droit de veto pour 2 législatures, c'est-à-dire qu'il a le droit de dire non à une mesure, mais au bout de 2 fois, l'Assemblée peut passer outre à sa décision. Donc ça n'est que quelques années, un petit pouvoir de blocage, et quand Louis XVI essaiera de l'exercer, d'ailleurs, il se heurtera aussitôt à des émeutes et à la rue. Alors, après le coup d'État du 10 août 1792, les révolutionnaires vont mettre en place un régime républicain. Ce sera le 21 septembre que l'on passe officiellement à la République, mais le mois est utilisé pour préparer cela. Régime républicain qui va se durcir, se radicaliser de plus en plus et qui aboutira notamment à la terreur des années 1793-94. Constitution, ils en ont proclamé une. 91, elle n'a pas pu rester puisqu'il n'y a plus de monarchie, et après ils vont en proclamer une autre, la Constitution de l'an 2, mais c'est un leurre pour l'opposition, elle ne sera jamais en vigueur. C'est pour ça qu'elle reste un idéal pour les républicains, parce que c'est un idéal qu'ils n'ont jamais réussi à atteindre, n'ayant jamais cherché d'ailleurs à appliquer. Ensuite, il y aura une Constitution en l'an 3, qui est pour le directoire, qui créera une république avec exécutif collégial et faible de 5 directeurs et un parlement bicaméral. C'est l'origine du bicaméralisme que nous connaissons encore. Et à l'époque du directoire, les militaires prennent l'ascendant, font des coups d'État de temps en temps, et le régime succombe d'ailleurs d'un de ces coups d'État, celui d'un certain général Bonaparte, le 18 Brumaire. Alors de ces vicissitudes, il est resté quelques institutions, l'idée de constitution écrite par exemple, la séparation des pouvoirs, le suffrage, alors censitaire puis devenu universel, etc. Mais on ne peut pas dire pour autant qu'il y a un nouveau régime. Il y a un ancien régime, c'est certain, il n'y a pas de nouveau régime. La Révolution a inauguré une série de constitutions. Un jour, un humoriste a pu dire qu'un libraire à qui on demandait la Constitution devait répondre qu'il ne vendait pas de périodique. Parce que c'est à peu près ça. Il y a un contraste très fort entre l'œuvre constitutionnelle et par exemple ce qui s'est passé en Angleterre. En Angleterre, après l'expérience républicaine, dictatoriale de Cromwell, l'Angleterre a retrouvé ses marques monarchiques.
La France n'a pas retrouvé ses marques. Il n'y a jamais eu de régime qui ait fait l'unanimité entre royauté, plus ou moins abattardie, empire ou république. Il n'y a jamais eu de consensus. Alors cette Assemblée constituante bouleverse aussi toute l'organisation administrative et judiciaire du pays. Il en a été question avec mon collègue Pichot-Bravard. Je ne fais que rappeler simplement les départements, chers à Touré. Et donc ces départements ont été faits de façon à être artificielle. Ça n'a d'ailleurs pas totalement réussi parce que les gens se sont attachés au département. C'est pour ça que depuis on essaye de les remplacer, de remplacer leur nom par des numéros, etc. et de les rendre que les gens ne s'attachent pas non plus comme ils sont attachés aux provinces. Mais enfin, donc on a organisé toutes les administrations dans ce nouveau cadre et en même temps, on a supprimé les offices qui étaient le moyen, par des charges vénales, de recruter les fonctionnaires. On a décidé qu'on élirait les agents publics et dans ce cadre. Donc nous avons à la fois un renouvellement du cadre et un renouvellement des personnes qui l'administrent. Vous vous doutez que c'est un changement considérable pour les gens à l'époque. D'un seul coup, on n'est plus du tout dans la même chose. C'est-à-dire que vous vous trouvez en face d'officiers qui ont leur charge en Bretagne, par exemple, et d'un seul coup, vous vous trouvez en face de fonctionnaires élus dans le département du Finistère. Bon, c'est plus tout à fait... Tout a changé, à la fois, tous les cas ont changé. Alors, de même, l'Assemblée supprime tous les tribunaux existants, sauf le tribunal de commerce. Pour une raison, c'est parce que le tribunal de commerce est un tribunal élu. Et ce système va plaire aux constituants, et ils vont généraliser l'élection, et ils vont essayer, ça va être le seul moment d'ailleurs pendant la Révolution, où il y aura l'élection des juges, parce que Napoléon remettra de l'ordre là-dedans et supprimera ça, mais d'autres l'avaient commencé avant. Mais cette idée, c'est un vieux serpent de mer qui ressort, qui permettrait à des partis ou à des mafias d'avoir des juges. Je ne crois pas que c'est la meilleure solution. Mais les révolutionnaires ont tenté ça aussi. Alors, à côté de ces nouvelles juridictions ordinaires, que l'on voit, on voit créer une juridiction spéciale qui échappe à tout contrôle, le tribunal révolutionnaire. Une juridiction terroriste composée d'activistes et qui ne connaît que deux sentences, l'acquittement ou la mort. Plusieurs milliers de victimes connaissent ainsi la guillotine pour des actes jugés contre-révolutionnaires qui sont souvent des choses anodines. Quand on lit les motifs, on a un fanatisme, etc. Vous avez dit des choses de ce genre-là. Pour des actes peu graves, très mal prouvés, etc. Et donc il y a plusieurs milliers de victimes dans ce tribunal très arbitraire. Et la terreur, ne l'oublions pas, est une partie indissociable du changement révolutionnaire. Et c'est de toute façon un moyen qu'on utilise de temps en temps quand il y en a besoin. Vous avez vu cet épisode, mais vous avez par exemple la Commune en 1870, 1971 aussi, il y en a d'autres. Hein. Donc c'est de temps en temps. Vous prenons 1944, ainsi de suite. La terreur connaît des accès. Et alors là, bien sûr, vous avez la grande terreur. Alors, le contexte constitutionnel a donc été bouleversé. Les assemblées qui ont suivi la Constituante n'ont fait que compléter et approfondir les changements en y ajoutant une couche de notes populaires. Mais le système, le désordre établi, alors je vais parler là uniquement du droit public, hein, c'est-à-dire du droit constitutionnel administratif. Je vais compléter tout à l'heure sur l'aspect privé, mais auparavant, il nous faut toujours dans cette première partie, voir l'aspect des réformes drastiques qui touchent la religion. Je vous ai parlé de l'importance du contexte religieux, et justement, c'est une des choses qui vont être touchées le plus. Alors, le renversement de l'ordre catholique. Les États généraux ne s'affirment pas d'entrée hostile au catholicisme. L'ouverture des États comporte une messe, mais cependant, il y a assez vite, il y a un député qui propose que le catholicisme soit reconnu comme religion d'État. Et l'Assemblée constituante ne dit pas non, mais elle élude. Elle dit on verra plus tard, donc pas de religion d'État. Puis la Déclaration des droits de l'homme elle-même, qui est placée, on en a parlé, sur les obséquies de l'être suprême, une divinité philosophique ou maçonnique, mais qui n'a rien à voir avec le Dieu chrétien. Et la Déclaration ne parle pas de la religion, sauf en un point, l'article 10, qui proclame liberté des opinions, même religieuses. C'est un peu marginal quand même. Hein. Il faut dire que ce texte, c'est très curieux, car à notre époque, il est utilisable en matière de liberté publique pour défendre, et justement, maintenant, je veux dire, des personnes de la religion l'utilisent, mais à l'origine, c'est plutôt défavorable. Alors, liberté d'opinion même religieuse, ce qui a des implications, notamment la liberté des cultes, alors que l'Ancien Régime connaissait un monopole de fait du catholicisme, avait fait une petite tolérance pour le protestantisme depuis 1787, et puis laissé le culte juif à part, puisque les juifs n'étaient pas considérés
pleinement comme des sujets, ils étaient souvent pas régnicoles. Il y avait des exceptions, hein. Les Juifs avaient des statuts différents et divergents en France, mais d'un seul coup, là, tout le monde se trouve sur un pied d'égalité à cause de cette idée, liberté des opinions, même religieuses. Alors, par ailleurs, l'Assemblée va outrer la tradition gallicane. Les rois de France avaient toujours voulu rester maîtres chez eux, en quelque sorte, empêcher la papauté de venir trop près de s'occuper de leurs affaires, c'est ce qu'on appelle le gallicanisme. Mais là, ça va être très durci et cela va aboutir à un schisme. Ce sera la constitution civile du clergé de 1790. Alors cette constitution rompt le concordat de 1516 et elle réorganise. Donc on ne demande rien au pape, on rompt un traité international, avec la Concordat, c'est un peu ça, et donc une réorganisation, alors avec notamment les deux diocèses sont réorganisés pour suivre la limite des départements, donc 50 évêchés disparaissent. Également, on décide de recruter les évêques et les curés par élection, et cette élection, on la confie, avant ils étaient désignés, nommés par le roi, et investi par le pape, mais là désormais on désire de le faire par élection et cette élection on la confie aux électeurs politiques. Avec un paradoxe, c'est que comme l'Assemblée a établi un système censitaire, du moment que vous êtes payé assez d'impôts, vous pouvez voter, même si vous êtes protestant ou juif, vous pouvez voter pour nommer l'évêque. Mais si vous ne payez pas assez d'impôts, même si vous êtes catholique, vous ne votez pas pour nommer l'évêque. Vous voyez le genre de choses. Alors, par ailleurs, cette constitution civile sépare le pape. Le pape, on l'informe vaguement, on lui dit on a nommé tel évêque, etc. Mais enfin, donc il y a un côté de séparation. Le pape tergiverse un certain temps, mais finit par condamner cette constitution, ce qui va provoquer une rupture. C'est qu'il y aura d'un côté des prêtres qui vont suivre l'Assemblée et qu'on appellera des jureurs, parce qu'ils prêtent serment à la Constitution, mais ils sont condamnés par le pape, et d'autre part des prêtres qui refusent de prêter serment, qu'on appellera des insermentés ou des réfractaires, qui restent fidèles au pape, mais qui vont subir de plus en plus de représailles de la part de l'Assemblée, qui va les éloigner, puis après les persécuter, et pendant la terreur, ils seront exposés même à la mort pour ça. Alors si l'on résume rapidement, c'est par pans entiers que les assemblées révolutionnaires détruisent le catholicisme. J'énumère simplement la laïcisation de l'état civil et du mariage, ainsi que le divorce. Je vais en reparler dans le droit privé plus tard. La confiscation des biens du clergé, mis d'abord à disposition, puis confisqués purement et simplement. La suppression des... attendez, excusez-moi. Des vœux de religion, oui, on en parlait. C'est un décret de février 1790. On le considère comme contraire à la liberté humaine. Résultat, on supprime les vœux de religion, on supprime toutes les congrégations religieuses et on confisque les biens des monastères. Ça, c'est toujours utile pour les finances. Ensuite, la division du clergé par le schisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, la persécution des clercs, beaucoup sont guillotinés, beaucoup sont obligés de fuir, beaucoup aussi sont incités à renoncer à leur état, voire à se marier. Également, l'État ne tiendra même pas ses promesses à l'égard de ceux qui ont été jureurs, puisqu'il supprimera les traitements qui étaient censés remplacer les biens d'église. Également, on va adopter le nouveau calendrier qui, comme je vous le disais, écarte toutes les traditions chrétiennes, puisqu'il n'y a plus de saints, et il y a les trois... le mois est divisé entre 3 décades. Et il y a également... donc on peut dire que, si on veut résumer la période, à l'égard du christianisme, on oscille entre la persécution violente ou une pratique vraiment privée, facultative et rejetée. Donc en marge de cette politique persécutrice, il y a un des aspects les plus inattendus, dont on a parlé tout à l'heure lors des questions, c'est la naissance de religions civiles. Religions civiles, c'est-à-dire que certains révolutionnaires sont franchement athées, c'est vrai, mais d'autres vont essayer d'établir de nouvelles croyances, fondées sur des théories philosophiques, et d'y rattacher les pratiques sociales, c'est-à-dire d'y rattacher des réunions, où on y lira les règles des nouvelles règles, des cérémonies civico-religieuses, pourrait-on dire. C'est vraiment très surprenant, voir une espèce de catéchisme, être bon père, bon époux, bon fils, bon ami, enfin des choses de ce genre, voyez.
Et donc on aura successivement le culte de la déesse Raison. Alors je suis bien d'accord de dire que c'est une parodie. Il y aura même une danseuse qui ira danser sur l'autel Notre-Dame. On pourrait dire que l'héritier de ça, c'est un peu Madame Barbara Butch, mais je pense que sa Apollon s'empêchera de danser. Mais c'est un peu la même idée que nous connaissons à notre époque. Il y a aussi le culte de l'être suprême, cher à Robespierre, et la théophilanthropie, c'est ce culte qui date du Directoire, et où justement il y avait ces réunions avec ces espèces de catéchisme dont je parlais tout à l'heure. Alors ces tentatives nous paraissent être des aberrations, mais nous verrons qu'elles peuvent trouver, je l'ai cité déjà l'histoire de Barbara Butch, qu'elles peuvent trouver des traductions modernes et tout à fait contemporaines. Au final, la royauté traditionnelle et la chrétienté française ont laissé la place, en 10 ans, à un État sans racines historiques et sans attache chrétienne. Et il convient maintenant de voir comment le bouleversement révolutionnaire, loin de rester cantonné au droit public, modifie toutes les autres règles du droit. Et c'est l'objet de ma deuxième partie, panorama des transformations juridiques de la décennie révolutionnaire. Donc, j'ai déjà parlé de la constitution constitutionnelle et de l'administratif, mais les principes vont aussi amener le réaménagement de diverses autres branches. Alors bien sûr, vous avez les apologistes de cette époque qui vous disent « Ah oui, il y a des archaïsmes qu'il fallait corriger, bien sûr. » On vous dit par exemple que la Déclaration des droits de l'homme permet l'élimination des restes du servage. C'est vrai, mais, et c'est très bien. Mais ce qu'il y a, c'est que déjà Louis XVI s'y était attaqué, et il restait au mieux quelques centaines de milliers de serfs sur 20 millions de Français. Donc ce n'est pas le problème central. Bon, de même, il est vrai que le droit pénal a été adouci, j'y reviendrai. Alors, quant à la suppression des privilèges, elle est vue comme étant une chose positive. Néanmoins, comme l'a écrit quelqu'un, on a coupé l'arbre qu'il fallait émonder. Certains privilèges avaient des justifications, des contreparties, et donc on a été quand même, ça a été tout à fait radical. Et puis, les enjeux sont beaucoup plus vastes. En effet, on peut dire que la révolution, le but, c'est pas s'occuper uniquement des serfs ou de la torture en procédure, c'est beaucoup plus loin, c'est proclamer le libéralisme en matière politique et économique. C'est-à-dire qu'on va donner un élément à cette doctrine qui va régner au XIXe siècle. Pour vous donner un exemple, le prêt à intérêt, qui était interdit sous l'Ancien Régime, va être autorisé dès 89. On notera aussi que ces nouveaux principes entraînent la disparition de certaines entraves, ils en créent d'autres. Par exemple, on veut éviter que la féodalité se reconstitue, et dès lors, il est interdit de s'engager à vie. C'est un texte qui d'ailleurs est toujours en vigueur. De même, on veut empêcher la position de corps intermédiaire, donc on va empêcher toute coalition patronale ou ouvrière. Je vais revenir sur ces points plus en détail. Alors, pour montrer la mesure des transformations en question, je vais passer en revue le droit civil, le droit pénal, le droit du travail et le droit fiscal. Droit civil. Le droit civil a connu des changements sans précédent. D'abord, la sécularisation de l'état civil. Les registres tenus par les curés, baptême, mariage, sépulture, sont remplacés par des registres tenus par les maires, naissance, mariage, décès, où tous, et pas seulement les catholiques, figurent. Par ailleurs, le lien de mariage cesse d'être considéré comme le sacrement catholique, c'est désormais un contrat. Cette vision contractuelle permet d'ailleurs d'aboutir au divorce. Alors, bien sûr, le mariage civil ressemble assez au mariage catholique. Hein. Il y a toujours les consentements, il y a toujours les bans, des choses comme ça. Mais vous avez par exemple cette conception fondamentale qui va permettre le divorce. Et donc, pour permettre que le divorce entre dans les mœurs, on va supprimer la séparation de corps qu'on appelait auparavant le divorce des catholiques. Elle sera rétablie par Napoléon par la suite, mais elle a été malmenée depuis dans la législation française actuelle. La séparation de corps existe, mais vraiment de façon résiduelle. Alors, le droit de succession va aussi être bouleversé. Le partage égal qui existait déjà, il faut dire, hein, c'était la règle des successions roturières sous l'Ancien Régime. Mais il va être étendu désormais à toutes les successions et on va renforcer l'égalité, notamment, on va même supprimer le testament. Napoléon, là encore, le rétablira. Mais là, on supprime le testament pour empêcher qu'on atteinte à la sacro-sainte égalité. Il y aura aussi une loi qui mérite d'être mentionnée, 17 niveaux en 2, qui refont le droit successoral et décident de rouvrir rétroactivement les successions ouvertes depuis le 14 juillet 89. Donc on dit que c'est l'avènement de la liberté et on veut rouvrir les successions. Ça n'a pas marché du tout. On était obligé par une loi du 3 Vendémiaire 44 de renoncer à cette idée de recommencer les successions déjà liquidées. Alors le droit des biens, lui aussi, était particulièrement affecté. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avait proclamé avec un vocabulaire que la propriété était un droit inviolable et sacré. D'ailleurs, sacré, c'est un peu l'allusion à ce qu'on disait tout à l'heure, vous voyez cet aspect presque religieux. Donc on a mis la propriété sur un piédestal.
on l'a mise, mais on l'a beaucoup atteinte sur ce piédestal, vous allez voir. La propriété a subi d'énormes atteintes pendant la Révolution. Par exemple, suppression des droits féodaux. Beaucoup de droits féodaux correspondaient à d'anciennes concessions, enfin anciennes, pas si anciennes que ça. Au XVIIIe siècle, on faisait encore des baux féodaux, dans certains cas, on voit dans le sud-ouest d'où je suis originaire, il y avait des baillettes à fief nouveau, comme on appelait, etc. Donc, suppression sans indemnité de cette propriété. Confiscation des biens du clergé, confiscation des biens des émigrés, confiscation des biens des condamnés à mort. Et je vous donne un exemple particulièrement choquant, le cas des fermiers généraux. Les fermiers généraux, c'est les gens qui percevaient les impôts indirects sous l'Ancien Régime, et c'était des gens qui étaient très riches, et quand on a liquidé la ferme générale pour créer une administration à sa place, on a supprimé les impôts indirects, c'était l'idée de la... Mais donc on a voulu faire les comptes, et on s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'on pensait, que les fermiers généraux étaient créanciers de l'État et non pas débiteurs. Alors on a eu une solution, on les a passés devant le tribunal révolutionnaire, condamnés à mort, et on a confisqué leurs biens de cette façon. Voilà comment on liquidait les créances à l'époque. Alors, à cela s'ajoute la création d'un papier-monnaie, ce qu'on appelle les assignats, basés sur les biens du clergé qui ont été dilapidés à l'occasion, et ces assignats ont connu une dévaluation considérable. Alors je le dis de mémoire, donc mon chiffre n'est pas exact, mais il me semble que si vous aviez 1000 francs en 89, vous aviez 1 franc en 99. C'est peut-être pas ce chiffre exact, mon collègue Pichographe vous le corrigera peut-être sur ce point, mais enfin c'est une dévaluation absolument énorme. Et avec ça, avec ce papier dont on a imposé le cours forcé, l'État payait ses dettes. Par exemple, l'État supprime les charges de l'Ancien Régime, il dit on va les rembourser, mais il les rembourse en infini, donc il rembourse un papier qui ne vaut rien. L'État a aussi fait banqueroute sous le directoire, banqueroute des 2 tiers. N'est-ce pas? Si vous aviez 3 francs, l'État vous donnait 3 francs, il vous donnait 1 franc. C'était le maximum. Vous voyez, comme l'a dit un auteur, la Révolution est avant tout un transfert de propriété. Donc si tout ça, ce n'est pas des changements considérables, je ne sais pas où on les voit. Alors, au fil des réformes, on peut remarquer que beaucoup de dispositions existantes, des coutumes ont été abrogées, d'où la nécessité de faire un code civil, parce qu'il faut dire que les lois civiles étaient en lambeaux à travers toutes ces réformes dans tous les sens, et il y a eu des tentatives. Cambacérès, qui sera plus tard second consul, puis archichancelier de Napoléon, a fait 3 tentatives de codes, mais des codes pleins de philosophie et très peu pleins de droit. Et finalement, la chose n'aboutira qu'avec le consulat, parce qu'il y aura un régime stable, tout de même mis en place. Et Cambacérès, d'ailleurs, sera mêlé au code civil napoléonien, mais qui sera beaucoup plus réaliste que toutes les élucubrations précédentes. Alors, une autre disposition dont j'ai parlé, le prêt à intérêt, jusque-là interdit, et en vertu de prescription canonique, il est désormais autorisé par une loi d'octobre 89. Vous voyez, on a été vite pour permettre ça, et c'est l'une des bases du capitalisme, le prêt à intérêt. Donc, jusque-là, il était considéré toujours comme une usure. Désormais, il va être réglementé. Alors, autre aspect, le droit pénal. La Déclaration des droits de l'homme avait proclamé la légalité des délits et des peines, c'est-à-dire qu'on ne pouvait punir qu'à vertu d'une loi préalablement promulguée, la présomption d'innocence, mais Louis XVI avait déjà admis cela en 1788, et la non-rétroactivité des lois. Tout ça n'est pas mauvais, il faut bien le reconnaître, c'était des œuvres de techniciens, c'était pas une mauvaise chose. La Constituante va instaurer une procédure accusatoire, alors que l'ancienne procédure était inquisitoire, avec recours à un jury. Donc plus de garanties pour l'intervention d'un défenseur, etc. Un code pénal très allégé de tout ce qu'on appelle, tout ce qui est délit d'origine religieuse, l'hérésie, la sorcellerie, etc. On dit que tout ça c'est imaginaire, ainsi que certains délits contre les mœurs qui sont effacés à cette époque. Et donc, on a une procédure et un droit adouci. Indiscutablement, il y a eu des critiques, même sur l'Ancien Régime, sur la dureté, aussi bien de la procédure que des peines. Donc, ce n'est pas mauvais en soi, il faut bien le reconnaître. Néanmoins, le droit s'avère quand même trop faible, dans une période où la délinquance est considérable, parce que la Révolution, il n'y a pas seulement même les histoires politiques, il y avait à l'époque beaucoup de désordre, de brigandage, etc. Et donc, tout ça s'avère très faible, ce qui fait que le législateur napoléonien, ici encore, fera un retour marqué vers l'Ancien Régime, vers une procédure inquisitoire, vers des peines plus sévères, et ainsi de suite. Je ne vais pas plus loin. Simplement, je signale aussi qu'avec l'accélération de la Révolution, les principes vont être bafoués par les révolutionnaires eux-mêmes, n'est-ce pas? Puisqu'on vous a dit, présomption d'innocence, on va créer la loi des suspects, c'est-à-dire que vous êtes présumé coupable dès lors que, par exemple, vous appartenez à la noblesse, ou vous êtes parent d'émigrés, ou vous n'avez pas montré un zèle révolutionnaire remarquable, vous serez un suspect.
Donc c'est la présomption de culpabilité. Et puis le tribunal révolutionnaire, dont j'ai déjà dit un mot, qui supprime les garanties élémentaires aux accusés et qui aboutit au règne de la guillotine. Cela signe le côté pénal du régime. Sur le droit fiscal, on crédite souvent la Constituante d'avoir promulgué deux principes importants, le consentement populaire à l'impôt et l'égalité devant l'impôt. Mais cela doit être nuancé. En effet, la question du consentement populaire, c'est un vieux serpent de mer, là encore. Au Moyen-Âge, c'était parfaitement admis. Au Moyen-Âge, il faut des états généraux, à la fin du Moyen-Âge, j'entends, pour créer un impôt. Mais les impôts apparaissent à ce moment-là. Après, il y a le droit royal d'imposer avec l'absolutisme. Donc, je veux dire, c'est un peu un retour, mais ce n'est pas une nouveauté totale. D'autre part, l'égalité devant l'impôt, c'est ce que recherchent un certain nombre de contrôleurs des finances qui ont créé ces impôts dont j'ai parlé tout à l'heure, la capitation, le 20e, le 10e, etc. Alors c'est vrai que Louis XVI a été réticent au début parce qu'il défendait les droits de sa noblesse, mais malgré tout, c'était une tendance qui existait déjà. Je pense qu'on ne peut pas dire que la Révolution a fait un grand bien de ce point de vue-là. D'autant que d'ailleurs que depuis, d'autres inégalités fiscales ont réapparu. À l'heure actuelle, on ne fera pas croire que tout le monde paye de la même façon. Je ne sais pas sur Alors, la Constituante supprime les impôts indirects qui seront rétablis à partir du territoire. Et dans les faits, la Révolution a maltraité les contribuables, notamment avec les contributions exceptionnelles qui ont été levées. Et puis, il y a toujours dans la Révolution des arrière-pensées. Par exemple, il y a un instrument qui paraît utile, qui l'est maintenant d'ailleurs, mais qui à l'époque est une canaillerie. C'est le grand livre de la dette publique. C'est créé par Cambon, qui est le ministre des Finances de la Convention, qui est un financier habile d'ailleurs par ailleurs. Alors qu'est-ce que c'est que ça? L'idée, c'est de dire toutes les dettes de l'État, on va faire un grand livre, toutes les créances sur l'État seront reconnues grâce à ça, on centralise, alors qu'auparavant c'était un peu en désordre, etc. Ça paraît très bien, on se dit oui, tant mieux. Mais en réalité, le but c'est de républicaniser la dette. C'est-à-dire que vous étiez créancier de la royauté, donc vous espérez le retour de la royauté. Donc vous serez créancier de la République désormais. Donc si la République disparaît, vous craignez pour votre créance. Donc on vous républicanise. Et puis également, si vous êtes un suspect simplement, est-ce que vous allez demander à l'État, lui dire vous me devez beaucoup d'argent? Pas très prudent, ça. Donc ça va diminuer la dette. Donc, j'allais dire, derrière cette réforme technique, et ça c'est souvent le cas de la Révolution, on fait des réformes techniques qui se justifient peut-être sur certains points, mais en même temps, il y a une arrière-pensée politique qui est très très alors enfin maintenant, parlons d'une matière totalement bouleversée, le droit du travail. Sous l'Ancien Régime, les activités artisanales, commerciales ou industrielles étaient soumises à un régime d'organisation professionnelle, on l'appelle le corporatisme. Le mot est tardif, le mot se donne à la fin. Pour les Anciens Régimes, on parlait plutôt de corps de métier, on parlait de métier. Ces corporations ou ces corps de métier réglaient les conditions d'accès, les conditions d'avancement, les conditions de stage, les usages de la profession et la discipline, n'est-ce pas? Un peu comme les ordres professionnels qui en sont issus d'ailleurs, je pensais l'ordre des pharmaciens, des médecins, des avocats, etc. L'appartenance à la corporation était obligatoire pour tous les membres de la profession, qu'ils soient des compagnons ou des maîtres, ou bien des apprentis, puisqu'il y avait ces trois grades, apprentis, compagnons et maîtres. Donc chacun devait, vous ne pouviez pas être boucher indépendant, vous deviez rentrer dans la corporation et boucher, vous ne pouviez pas être orfèvre indépendant, vous étiez corporation et orfèvre, etc. Alors ces corporations veillaient aussi à ce que la concurrence soit loyale. Alors on leur reprochait une certaine routine, on pouvait penser aussi qu'elles avaient une certaine protection puisqu'elles fixaient des rémunérations. Alors les ouvriers trouvaient que ce n'était pas assez haut, mais il y avait quand même une constance, n'est-ce pas? Alors, prenant prétexte de la défense de la liberté d'entreprise, deux lois, la loi d'Allard de mars 91 et la loi Le Chapelier du juin 91 suppriment les corporations. Et la loi Le Chapelier est tout à fait radicale. Elle prend disposition pour empêcher la reconstitution de tout groupe professionnel. C'est-à-dire qu'elle dit vous n'avez pas le droit de vous réunir, on n'a pas le droit d'avoir des registres communs. Et les administrations n'ont pas le droit d'ailleurs de tenir compte si malgré tout une réunion a eu lieu. Si on lui dit c'est collectif, elle refuse. Donc interdiction, c'est la condamnation des corps intermédiaires par le libéralisme. Le rapport entre employeurs et salariés est conçu comme un contact entre deux parties libres et égales. C'est vrai au plan juridique, désormais, mais ce n'est pas vrai au plan économique. Il est bien évident que le maître a plus de moyens d'avance que le compagnon.
Et on a pu dire de cette mesure que c'était le renard libre dans le poulailler libre. Voilà le système. Alors, on a créé un délit de coalition, c'est-à-dire que le fait de se regrouper, que ce soit pour le patron ou les ouvriers était pareil, et c'était interdit, c'est un délit. Ça durera jusqu'en 1864. Quant à la création d'organismes d'union, ça ne sera possible qu'à partir de 1884 avec la loi sur les syndicats. L'ennui, c'est qu'on est dans une autre époque du point de vue intellectuel, et il va y avoir, ça va être pollué par la lutte des classes. Alors que certains souhaitaient refaire des corporations, c'est ce que essaiera notamment le gouvernement de Vichy, qui sur ce point reviendra vers la tradition, c'est ce que souhaite la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire des unions en disant par exemple, quand vous vendez du fer, vous avez intérêt que vous soyez patron ouvrier à ce qu'on achète du fer, donc vous avez un intérêt commun. Et donc cette idée de corporation, malheureusement, il y aura des gens qui tenteront, mais il n'y aura que des tentatives assez minces. Celles de Vichy sont les plus intéressantes d'ailleurs, et on va plutôt être dans l'esprit de lutte des classes après 1884. Alors ajoutons, pour illustrer encore le caractère social de la Révolution, que celle-ci, avec la laïcisation, a fait disparaître les fêtes religieuses qui étaient chômées. Donc, d'un seul coup, on a fait travailler les gens à Noël, à Pâques, etc., puisqu'il n'y avait plus de... Vous voyez, autre aspect encore, je ne l'approfondirai pas, mais des institutions, des organisations durables de certains services comme l'enseignement et l'assistance qui dépendaient largement de l'Église sous l'Ancien Régime. Alors, pour conclure, la décennie révolutionnaire a vu déferler un tsunami juridique. Elle a profondément marqué le droit, et ces traits dominants sont apparus et ils ont influencé l'évolution extérieure. Quels sont ces traits dominants? Tout d'abord, c'est un droit légiféré et unificateur. La loi est mise en avant. On parle à l'époque de règne de la loi. Et on a parlé tout à l'heure, la loi est devenue un absolu. Et la loi est devenue la seule source. Je vous ai parlé tout à l'heure des autres sources qui existaient, que le roi laissait subsister, le droit romain, le droit coutumier, le droit canonique pour le mariage, etc. Ben, tout ça est balayé. Il n'y a plus que cela, droit légiféré. Il y a un monopole étatique. Alors, ce monopole est à notre époque un peu attaqué, mais malheureusement, c'est encore. Je pense que ce soir, il en sera question dans la conférence du soir, il est attaqué par des institutions internationales. Ce n'est pas beaucoup mieux, hein, mais il n'y a plus du tout ce droit d'origine populaire d'ailleurs. Les coutumes, c'est un droit populaire, c'est reconnu d'ailleurs par les auteurs comme Baudin, etc. Hein, c'est le droit du peuple. On dit le roi en ses conseils, le peuple en ses états. Et c'est le droit émanant du peuple directement. Ben ça, tout ça est balayé. Ce droit révolutionnaire est instable et changeant. À la différence du Conseil de Saint-Thomas qui dit qu'il faut toucher le moins possible aux lois, on a au contraire une multiplication de textes nouveaux, parfois contradictoires, au mépris de la sécurité juridique. Ce droit est volontariste et prométhéen. Il n'est limité ni par la tradition qu'il rejette, l'histoire est totalement rejetée, etc., ni par un ordre naturel. N'est-ce pas? Ce droit est également brutal, il refuse de s'adapter aux réalités. Pour vous donner une idée, quand il y a la constitution du clergé, il aurait été simple de négocier un peu avec le pape et de voir si certaines choses devaient être adaptées. Il n'y a pas du tout. Unilatéralement, on avance, et quitte à provoquer la catastrophe que l'on sait. Et donc, voilà pour les caractéristiques de ce droit révolutionnaire, ce droit qu'on appelle, les juristes appellent le droit intermédiaire. Alors, après cet épisode de la décennie, qu'en est-il resté? La question est de savoir, est-ce que notre droit à nous est aussi un droit révolutionnaire à la suite de ça? Alors j'allais dire, notre droit, le droit nouveau, le droit d'après 99, n'est pas toujours révolutionnaire, mais il est au moins révolutionné, c'est-à-dire qu'il subit les conséquences de ce qu'il y avait auparavant. Dans quelle mesure les traits dominants ont-ils subsisté? Le droit... comment peut-on dire, on a l'impression, quand on regarde ce qui se passe aussitôt après la Révolution, de voir quand même que le gouffre révolutionnaire, que certains essayent de le combler, au moins en partie. C'est le cas du droit napoléonien, notamment. L'ordre napoléonien paraît a priori être un remède. Le concordat, les masses de granit, vous savez, le concordat, les codes, etc., et toute une série de codifications sérieuses, souvent d'ailleurs reprises des codes colbertiens. Bon, plus ce code civil, mais quand on y regarde de plus près, d'abord il y a des transactions, c'est-à-dire que c'est vrai que la technique est souvent d'Ancien Régime, que beaucoup d'Ancien Régime sont revenus. Je vous ai dit que plusieurs fois Napoléon avait balayé ceci ou cela, par exemple la suppression du testament, des choses comme ça, parce que Napoléon c'est un réaliste, donc il y a des choses, l'allégorie révolutionnaire ne le convainc pas. Malgré tout, il a aussi admis un certain nombre de choses, il a maintenu le prêt à intérêt par exemple, il a maintenu le divorce, des choses de ce genre. Donc un droit qui a été au moins en partie, qui est une transaction, n'est-ce pas? Bon, malgré tout, ce droit a une solidité
fidélité. Le droit familial napoléonien, sous Napoléon, on ne change pas de sexe et on peut changer de nom, mais avec des conditions très rares, etc. Il y a quand même cela. Mais on peut dire que il y a eu une stabilisation, certes, mais stabilisation partielle, n'est-ce pas? Donc, comme je vous dis, il y a des compromis du point de vue juridique. De même, du point de vue religieux, le Concordat de 1801 ne remet pas en cause la laïcisation des institutions. Il apporte une accalmie, certes, c'est vrai. D'ailleurs, on peut dire que c'est quand même très intéressant de voir que la Révolution s'enrage à partir de la constitution civile du clergé et qu'elle se calme à partir du Concordat napoléonien. Bon, mais cependant, l'onde de choc révolutionnaire n'a pas cessé de se propager. On a dit que la Révolution a fait le tour du monde et elle continue de le faire. Si bien que, notamment à partir de la Troisième République, on parle de révolution à froid, avec un certain nombre de choses qui ont été calmées plus ou moins au début du XIXe siècle, vont réapparaître. On a une nouvelle vague de laïcisation, par exemple, pour donner cet exemple, avec la séparation de l'État en 1905, d'une nouvelle spoliation, etc. Mais ce n'est pas seulement l'Église, c'est le christianisme qui est poussé hors du champ de la vie publique, de la vie sociale. Et il faut dire qu'en s'appuyant sur un progrès technique dévoyé, le droit va désormais totalement s'émanciper de la loi naturelle. Il n'hésitera pas à lui tourner le dos avec des mesures jusqu'alors impensables et impraticables, mais qui le viennent, comme l'avortement, l'euthanasie, le changement de sexe, n'est-ce pas, tout ce que l'on voit à l'heure actuelle, eh bien c'est ce droit prométhéen, ce droit qui n'a plus aucune attache. Dénué de principes religieux, le système juridique tend à se forger des absolus qui rappellent la religion civile de la Révolution. La démocratie, le droit de l'homme, à l'heure actuelle, on vous dit telle chose, c'est démocratique. Je me rappelle que ça a été pour le quinquennat, où quand cette réforme mauvaise, à mon avis, a été adoptée, on ne vous disait pas ça sera mieux, parce que je ne vois pas d'ailleurs ce que ça avait de mieux, mais on disait ça sera plus démocratique. Alors démocratique, c'était bien. Donc c'est devenu des idéaux indiscutables et ça envahit tout le droit. On trouve même, quelquefois dans le droit civil, des théories qui vous sortent en disant bah, d'après les droits de l'homme, etc. Or le droit civil, le code civil napoléonien et les droits de l'homme, c'est deux choses totalement, c'est deux planètes ou deux galaxies différentes. Désormais, les droits de l'homme, la liberté, l'égalité surtout, ça imprègne tout. Et donc ça imprègne même le droit privé. Et donc, j'allais dire que c'est un glissement de civilisation. Je pense qu'il y a eu peut-être eu un petit redressement au 19e siècle, entre 1800 et 1870, si vous voulez, mais je pense qu'il y a un glissement, et c'est pour ça que je pense que l'on peut constater la sûreté instinctive des insurgés de l'Ouest, des Vendéens, des Bretons, pendant la Révolution. Ils ont refusé tout compromis avec le désordre nouveau, et c'est pour ça qu'ils se sont insurgés pour Dieu et pour le roi, et qu'ils sont restés fidèles à leur tradition, à la tradition de leur père, et qu'ils nous donnent, je pense, une indication sur ce que nous devons faire si nous voulons rétablir une vraie société sur des fondements naturels et chrétiens. Je vous remercie.